Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR, le premier du mois de septembre. En ce jour de rentrée scolaire, peut-être que comme moi vous avez accompagné votre progéniture à l'école ce matin, après 2 mois de coupure, on leur souhaite et on vous souhaite évidemment une très belle rentrée si vous reprenez le boulot ce matin, si vous reprenez les cours, si vous êtes toujours en études. Les joueurs NBA, eux, sont pas vraiment proches de la reprise, mais il se passe quand même des choses ici et là, avec une actualité qui a été assez calme durant l'été, mais là avec 2-3 petits trucs pendant le week-end dont on va parler ensuite, mais aussi quand même des matchs. La WNBA bat son plein, il reste quelques matchs en saison régulière et là aussi on va en discuter un peu plus tard. Il y a les Jeux paralympiques avec l'équipe de France. Théo qui est pas là ce matin a vu des matchs ce week-end, c'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Il a vu des matchs de basket fauteuil à Bercy et je pense que demain matin il nous racontera son expérience de spectateur d'une rencontre de basket fauteuil. J'ai jamais eu la chance d'assister à une grande rencontre, en tout cas j'avais vu des démonstrations déjà et c'est extrêmement impressionnant. Les athlètes qui font ça sont vraiment exceptionnels, il faut le reconnaître, il faut découvrir ça si vous avez l'opportunité, ne serait-ce que derrière votre écran de télévision. Et on va justement commencer par là, avec les résultats de l'équipe de France dans ce tournoi paralympique. Malheureusement, les Bleus ont perdu leurs 2 premiers matchs, dont le dernier samedi contre l'Allemagne, 72-64. Les Bleus qui menaient d'1 point à 6 minutes de la fin et qui finalement se sont inclinés pour la deuxième fois, comme je le disais, puisqu'ils ont déjà perdu contre le Canada en ouverture 83-68. Et leur dernier match de poule, ce sera ce soir justement contre la Grande-Bretagne, qui est un peu l'épouvantail de ce groupe A priori, et donc ça s'annonce pas très simple. Malheureusement pour les Bleus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'élimination au sortir de la phase de poule. Donc même en perdant un 3e match, les Bleus ne seraient pas éliminés. Par contre, en cas de dernière place de ce groupe, les Bleus affronteront le premier du groupe B. Et actuellement, le premier du groupe B, c'est les États-Unis. Alors, ma maigre connaissance du basket fauteuil me fait dire que la domination américaine n'est pas aussi forte, il me semble, que dans le basket traditionnel. Mais ça annonce quand même ça annonce un gros morceau pour les Bleus s'ils n'arrivent pas à battre les Anglais, les Britanniques dans le dernier match. Et donc un quart de finale possible contre les États-Unis d'entrée, ce qui serait compliqué et qui aiderait pas à sauver le bilan collectif, bilan des sports collectifs malheureusement pour l'instant. Parce que ce week-end en goalball chez les garçons et chez les filles, en volley assis chez les garçons, en rugby fauteuil aussi, malheureusement les résultats ont été assez négatifs et on espère que ça va changer sur la suite de ces Jeux paralympiques. Il y avait une actualité quand même qui est liée à l'équipe de France aussi, l'équipe de France de basket à 5 ce coup-ci. Vous l'avez sans doute vu, vendredi en fin d'après-midi ou dans le courant de l'après-midi, Bibasket a annoncé que la réunion du board de l'équipe de France, du comité de la Fédé, avait débouché sur la décision de ne pas reconduire Vincent Collet. Ça n'a pas encore été officialisé, mais tout le monde le sait et tout le monde en parle. Vincent Collet sera donc pas reconduit à la tête de l'équipe de France après plus de 15 ans d'un règne qu'aura débouché quand même sur l'ère la plus prospère en termes de médailles et de victoires de toute l'histoire de la sélection. Vincent Collet a ses détracteurs, même les gens qui l'apprécient, qui le respectent, estimaient qu'il y avait une forme de fin de cycle, qu'il fallait respecter, qu'il fallait passer à autre chose. Malgré un bilan en termes de résultats qui est quand même exceptionnel, il faut le redire. Si je dois énumérer un peu ce qu'a fait Vincent Collet avec son staff depuis toutes ces années, il a remporté 179 de ses 253 matchs sur le banc de l'équipe de France. Et en termes de palmarès, alors il y a une seule victoire, certes, qui est un titre de champion d'Europe en 2013 que personne n'a oublié évidemment, mais il y a aussi 2 médailles d'argent au JO en 2020 et en 2024, 2 médailles d'argent à l'Eurobasket, 2011 et 2022, 2 médailles de bronze en Coupe du Monde, 2014 et 2019, et une médaille de bronze à l'Eurobasket, donc ça fait quand même un paquet de distinctions. On peut toujours dire, oui, il n'y a qu'un seul titre, mais faut se souvenir d'une époque où l'équipe de France envisageait à peine de finir sur le podium d'une compétition lorsqu'elle la démarrait, tellement il y avait un écart avec d'autres nations européennes et mondiales à ce moment-là. Donc quoi qu'il advienne, quoi qu'on ait pu penser de la fin de règne de Vincent Collet, il faut lui tirer un énorme chapeau et c'est le meilleur technicien, le meilleur coach de l'histoire de l'équipe de France. Je pense que ça ne fait absolument aucun doute. Et maintenant, alors une fois que la décision sera officialisée, il faudra se pencher sur l'identité de la personne qui pilotera le projet à partir de maintenant. On sait qu'il y a 2 favoris pour l'instant.
il n'y a pas de date, il n'y a pas de date annoncée encore à l'heure qu'il est, mais on sait qu'il y a 2 favoris. Il y avait Kenny Atkinson dans un premier temps qui semblait avoir été ajouté au staff de Vincent Collet dans le but peut-être de le préparer à être le prochain sélectionneur. Kenny Atkinson qui va quand même coacher les Cleveland Cavaliers en NBA la saison prochaine, donc c'est au niveau de l'emploi du temps, c'est pas toujours simple, notamment pour les fenêtres de qualification, mais ça n'a pas empêché d'autres techniciens NBA de coacher des sélections. Je pense à Jordi Fernandez là au Canada, et puis il y en a d'autres, même les coachs de Team USA en général délèguent leur poste au moment où il y a des qualifications, donc c'est pas impossible du tout. On peut imaginer passer ces étés avec l'équipe de France comme le font d'autres coachs, mais a priori la tendance serait plutôt à nommer Freddy Fotou, l'ancien meneur de l'équipe de France qui s'occupe de la JL Bourg maintenant et qui a priori serait prêt à accepter le job si celui-ci lui est bien proposé, évidemment. On va suivre ça, mais c'est 2 profils très différents. Quelqu'un qui est issu du Serail, de la formation française, qui a fait une très très belle carrière de joueur, qui fait une carrière de coach hyper intéressante aussi, et un profil étranger, américain, même s'il a une connaissance du basket français pour avoir déjà coaché en France et pour avoir fait partie du staff des Bleus avec Kenny Atkinson. Donc je ne sais pas ce que choisira la fédération. Aucune des deux solutions me paraît mauvaise. Je pense que c'est 2 très très bons coachs. Il y a quelque chose à faire de toute façon avec le vivier de l'équipe de France. Simplement, ça implique peut-être d'autres choses, d'autres manières de coacher, d'autres peut-être décisions au niveau des joueurs aussi. Il faudra voir, de toute façon, on en reparlera avec Antoine et Théo au moment où la décision sera entérinée. Déjà, où il y aura l'officialisation du départ de Vincent Collet, de la fin de règne de Vincent Collet et la nomination d'un nouveau coach. Pareil, c'est aussi un peu l'incertitude chez les filles. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de décision prise au sujet de Jean-Aimé Toupane qui a aidé les Bleus à se qualifier, à participer à la finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. Et en parlant de l'équipe de France, justement, j'écoutais dimanche matin alors je crois que c'était la première, ça devait être la première, je pense, du Stephen Brunch, l'émission animée par Stephen Brun sur RMC. Et il recevait notamment Nicolas Batum qui est revenu sur la fin du mandat de Vincent Collet. Donc lui-même l'a acté, lui-même est conscient que c'est terminé. Il a été informé de la décision. Et j'ai trouvé plutôt intéressant ce qu'il a dit sur la décision en elle-même. Donc lui maintenant il est retraité, c'est l'ex-capitaine maintenant. Il dit lui-même qu'il a plus les informations, qu'il est toujours connecté aux gens, mais qu'il n'a pas été informé, il n'a pas eu la primeur de l'info. Il a quand même, je pense, voulu donner un vrai coup de chapeau à Vincent Collet. Et visiblement, quand même, il fait partie des gens qui auraient voulu que Vincent Collet continue. C'est une hypothèse qui avait été évoquée. Les joueurs, a priori, étaient OK. C'est ce que dit Batum dans ce passage. Je vais vous lire sa déclaration. Il dit « Moi, j'ai eu la chance de choisir ma sortie. Je ne pense pas que lui, donc Vincent Collet, ait eu l'opportunité de le faire. Peut-être que lui-même a eu envie d'arrêter, je ne sais pas où il en était dans sa réflexion, je ne sais pas si c'est sa décision, on n'en a pas vraiment parlé, je trouve juste ça dommage franchement. Je ne sais pas, mais ce n'était pas impossible que ça continue ainsi, les joueurs étaient OK avec ça. Donc voilà, les joueurs auraient sans doute accepté, de toute façon il n'y avait pas les quelques prises de bec ou les quelques désaccords avec Vincent Collet, entre Vincent Collet et des joueurs sont souvent réglés sur le taille assez rapidement. On l'a vu sur plusieurs compétitions et sur plusieurs périodes entre 2 compétitions. Donc ça, je veux bien croire que les joueurs étaient OK pour repartir avec lui. Par contre, je pense pas qu'ils seront contre l'arrivée d'un nouveau technicien à la tête de l'équipe de France, quel qu'il soit, surtout si c'est quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs du groupe qui connaissent Freddy Fotou, plusieurs joueurs du groupe qui connaissent Kenny Atkinson maintenant. Donc voilà, on analysera la décision quand elle aura été prise par les instances. Dans tous les cas, ça annonce quand même une nouvelle ère. Nicolas Batum en parle d'ailleurs dans l'émission. Il dit Stephen Brun lui demande s'il a songé à continuer, vu qu'il a quand même fait un vrai beau tournoi au JO. Il a dit oui et non. On est des compétiteurs, mais j'ai pas envie de faire la compétition de trop. Si je reste sur la prochaine et que c'est une catastrophe, je pars par la petite porte. Là, je pars là-dessus et c'est là où je voulais en venir. Il y a du monde qui arrive derrière. J'ai pas envie de prendre la place d'autres joueurs. Des joueurs arrivent. Bilal Koulibaly est déjà là. Zachary Rizaché arrive. Et effectivement, c'est dans cette idée-là aussi qu'il a
qu'il a choisi de prendre sa retraite internationale, c'est qu'il y a du monde qui arrive et une nouvelle ère qui devrait démarrer en équipe de France autour de Victor Wembanyama et des autres jeunes talents du groupe. Voilà. On suivra ça évidemment, on analysera ça avec Théo et Antoine quand la news tombera officiellement. Voilà. Petite nouvelle, c'est un bien grand mot, mais Tyrese Haliburton a évoqué son expérience olympique dans une interview avec le Oshkosh Northwestern, un journal local aux États-Unis, qui est intéressante, je trouve, parce qu'il a évoqué le fait que pendant la campagne avec Team USA aux Jeux Olympiques, il a fait ce que font plein de joueurs historiquement pendant les campagnes de Team USA, c'est-à-dire qu'il a essayé de recruter des joueurs. Alors, on n'est pas sur du LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh qui s'associent, qui discutent déjà pendant des Jeux Olympiques ou des championnats du monde de leur future association, mais Tyrese Haliburton est conscient que avec les Pacers, tels qu'ils sont aujourd'hui, ce sera compliqué de gagner un titre. Son talent propre suffira sans doute pas. L'équipe est intéressante, plutôt jeune, très compétente et bien coachée. Il y a Pascal Siakam qui est arrivé, qui a apporté de belles choses. Les Pacers ont été en finale de conférence l'année dernière. Mais il manque du star power, tout simplement, je pense. Et on voit quand même qu'il en faut un minimum pour remporter un titre. Et donc, il explique, en rigolant à moitié, je pense quand même, qu'il a essayé de convaincre des joueurs, qu'il a discuté avec des joueurs de l'équipe. Et là, pour le coup, il y avait quand même beaucoup de stars et de superstars dans cette équipe, qu'il a essayé de les recruter quelque part, d'essayer de les convaincre un peu de venir chez les Pacers. Alors il dit, j'ai recruté tous les membres de cette équipe. Si un mec veut venir nous rejoindre dans l'Indiana, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que des gars ont prévu de se rassembler NBA ? Point d'interrogation. Il est un peu mystérieux. Il dit, il y a peut-être quelque chose qui en sortira. Il dit que lui-même a été recruté, même de manière assidue, mais il a dit qu'il irait nulle part, évidemment. Tyrese Haliburton a signé jusqu'en 2029 avec les Pacers et son avenir est dans l'Indiana. Et puis je pense que le projet l'intéresse. Il est au centre du projet avec Pascal Siakam et il va plutôt essayer d'attirer d'autres stars ou de faire en sorte qu'il y ait des mouvements et des trades pour faire venir des superstars, parce que l'Indiana a beau être une terre de basket, c'est vraiment, vraiment l'un des états les plus basket de tous les États-Unis. C'est pas vraiment l'état qui attire le plus de superstars, que ce soit fiscalement ou au niveau je sais pas, géographique, du climat, tout ça, c'est pas l'état le plus facile à vendre pour recruter une superstar, ça c'est certain. Donc je sais pas si parmi les joueurs qu'il y avait avec Team USA pendant les JO, il y a un ou deux joueurs en particulier que vous verriez bien s'associer un jour à Tyrese Haliburton en venant chez les Pacers. Voilà, comme ça, j'ai un peu de mal à voir quand, même en y réfléchissant un peu, ça me semble compliqué. En tout cas, parmi les superstars, il y a les superstars vieillissantes. Je vois pas Steph Curry quitter les Warriors pour aller à Indiana. Kevin Durant, LeBron James, Tatum, tous les joueurs qui étaient là, Anthony Edwards, je les imagine pas partir chez les Pacers. Donc, je pense qu'Indiana, comme d'autres petits marchés, on s'entend par petit, c'est évidemment, je le répète, une vraie terre de basket, est un peu condamné à exceller dans le management et dans les choix faits, à l'instar de Milwaukee par exemple, Milwaukee qui a trouvé sa superstar et qui a réussi à construire autour, avec Giannis. Donc c'est pas impossible et je pense que Indiana doit essayer de suivre une forme de modèle comme celui-là. Denver a fait ça aussi, a trouvé sa superstar en Jokic et a réussi à construire autour sans autre superstar à ses côtés. Donc c'est pas impossible, mais on sent que s'il y a une opportunité de recruter une autre grande star, Tyrese Haliburton le fera sans doute avec plaisir, mais c'est sans doute un peu voué à l'échec, quoi. Je vous disais qu'il y avait de la WNBA en ce moment. On arrive vraiment dans le sprint final, il reste à tout casser 10 matchs pour la plupart des équipes. On va faire un petit point du week-end, parce que je sais qu'Antoine et Théo vous en parlez notamment des exploits de Caitlin Clark sur les derniers jours. Elle a remis le couvert. Il y a eu 2 matchs du Fever. Le Fever qui a porté sa série de victoires à 4 victoires consécutives. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier en même temps que je vous le dis. C'est clairement l'équipe en forme. Voilà, 4 victoires de suite et une 6e place pour Indiana, ce qui est quand même assez fort pour une équipe que moi personnellement j'attendais pas aussi haut. Après une belle victoire donc à Chicago sur le parquet du Sky, c'était un match extrêmement médiatisé. Vous vous doutez pourquoi si vous avez suivi depuis le début de la saison. Il y avait le duel entre Caitlin Clark et Angel Reese pour le titre de rookie de l'année, qui est très très disputé et qui est toujours pas décidé à cette heure.
Caitlin Clark en plus de mener son équipe à la victoire, qui a réussi un match à 31 points et 12 passes, qui a été ovationné à sa sortie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de fans du Fever qui s'étaient déplacés à Chicago, mais je pense qu'il y avait quand même aussi une partie du public, des fans du Sky qui ont respecté vraiment ce qu'a produit Caitlin Clark sur ce match. Et dans la foulée, donc ça c'était du coup la nuit dernière, fin dimanche, elle a sorti 28 points et 12 passes lors de la victoire à Dallas cette nuit. Dans ce match, il y a eu un record égalé qui paraît anecdotique malheureusement, vu que beaucoup de gens parlent plutôt de ce qu'a fait Caitlin Clark, mais Arike Ogunbowale a égalé le record de paniers à 3 points marqués dans un match en WNBA avec 9 paniers à 3 points. Elle est désormais à égalité avec Jewel Lloyd et Kelsey Mitchell, qui est la coéquipière de Caitlin Clark à Indiana. Et donc, à Dallas, encore, il y a eu beaucoup d'applaudissements et de marques de respect de la part du public pour Caitlin Clark quand elle est sortie du terrain. Et Satou Sabally, donc, qui est la star de Dallas, qui a un peu déploré cet état de fait, quoi. Maintenant, c'est un peu partout. Et elle a dit c'est agaçant parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de fans de Caitlin dans la salle. Mais bon, félicitations à elle quand même. J'ai l'impression que nos fans ici à Dallas auraient pu faire mieux. Mais j'avais des sentiments mitigés en voyant tous les maillots de Caitlin dans la salle. C'est une joueuse qui change la visibilité de la WNBA et qui a fait naître des fans. Et ça, les joueuses sont un peu obligées de l'accepter. Et ça peut sembler frustrant parfois parce que forcément, on est à domicile, on a envie d'être au centre de l'attention et d'être encouragé par les fans locaux. Et c'est logique. En plus, Satou Sabally a fait de superbes choses à Dallas la saison dernière. Elle revient, elle est en train de sortir un peu les wings de la galère. Forcément, on voit que des maillots d'une autre joueuse dans les tribunes. Ça doit être un peu frustrant, mais je pense qu'elle réalise tout le bien que fait médiatiquement Caitlin Clark. Et pas que médiatiquement, parce qu'au niveau du jeu, surtout depuis la fin des Jeux Olympiques, elle est exceptionnelle. Il faut le redire, elle fait des matchs invraisemblable. Elle est en train vraiment de mener Indiana vers la 6e place, ce qui était assez inattendu. Indiana qui est repassé devant Phoenix. Faut le redire, c'est une chance pour la WNBA et c'est une chance pour le basket féminin. Et ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a que Caitlin Clark. Il y a énormément d'autres joueuses qu'il faut suivre et dont on vous parlera ici et là dès qu'on peut. Notamment Angel Reese qui donne l'impression peut-être de perdre du terrain dans la course au titre de rookie de l'année, mais ça paraît insensé quand on se dit qu'elle a encore... alors, outre ce match contre Indiana qui a été perdu, elle a quand même dépassé le nombre de double-double réussis par une rookie dans une saison, avec 23, et sur le match de la nuit dernière, qui est une défaite contre Minnesota, elle sort 17 points et 19 rebonds, et elle est devenue au passage la record woman all-time du nombre de rebonds pris sur une saison en WNBA. Elle a dépassé Sylvia Fowles, qui est une légende qui a arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, qui était à 404 rebonds sur une saison, et Angel Reese l'a dépassé et va exploser le record évidemment, déjà parce qu'il y a plus de matchs qu'avant, maintenant il y en a 40, mais même sur une saison un peu plus longue, ça reste pour une rookie une performance absolument incroyable. Et voilà, elle mérite aussi des louanges. Elle n'est pas disqualifiée du tout pour la course de rookie de l'année, mais voilà, c'est forcément un peu plus compliqué avec ce que propose Caitlin Clark en ce moment. Voilà. Dans les autres matchs, pour ce qui est de Las Vegas, dont il faut parler aussi, on sait que c'est une équipe que vous suivez, que vous aimez bien, c'est les doubles championnes en titre en WNBA. Elles ont été en difficulté ces derniers temps, on en a parlé aussi. Et là, elles ont poursuivi leur remontée, elles ont battu Phoenix 97-79 dimanche. Et il y a une joueuse qui monopolise l'attention, qui domine, c'est A'ja Wilson, évidemment. A'ja Wilson qui a peut-être un peu trop dû m'entendre dire que la course au MVP était très ouverte et loin d'être terminée, que ce serait un duel avec Napheesa Collier jusqu'au bout quasiment, que Napheesa avait en tout cas ses chances. Puis là, elle a reclaqué un match à 41 points et 17 rebonds cette nuit lors de la victoire contre Chicago justement, contre Phoenix. Et voilà, elle est en train de mettre tout le monde d'accord. Elle ramène les Aces à une position qui est un peu plus conforme aux attentes. C'est pas encore ça, mais là les Aces sont 4e et elles sont à 2 matchs et demi de Minnesota, donc ça va pas être simple, mais elles peuvent encore finir top 3. Mais elle fait des matchs invraisemblables. Les 3 derniers, je vous dis ses stats. Donc il y a celui-là, 41 points, 17 rebonds. Le précédent, 26 points, 16 rebonds, 5 passes, 5 contres, sans aucune perte de balle. Donc c'est un match qui avait jamais été fait dans l'histoire de la WNBA.
et je pense que c'était contre Dallas à nouveau, mais je me trompe peut-être. Et celui d'avant, 42 points, 6 rebonds, 3 contre. Enfin, elle impacte en attaque, elle impacte en défense. Elle est ultra dominatrice. Elle sera très probablement élue MVP. Ça ne veut pas dire que je considère que Napheesa Collier ne mérite pas d'être MVP également. Mais à mon avis, avec les performances qu'est en train de faire A'ja Wilson, ça risque d'être décidé de manière assez rapide. On parle même de MVP à l'unanimité. Et ce sera peut-être le cas si les Aces finissent top 3, top 4 à mon avis. C'est quand même un prérequis. C'est pour ça, moi, je disais surtout que Napheesa Collier méritait le titre de MVP parce qu'elle menait Minnesota à la 2e ou 3e place, alors que les Aces étaient 5e. Et 5e sur 12, voilà, c'est un peu les éternels débats qu'on avait sur les saisons où Russell Westbrook ou même Nikola Jokic n'étaient pas dans le top 4 ou top 5 de leur conférence. Donc voilà, chacun a ses critères pour le MVP. Là, elle est en train de mettre tout le monde d'accord. Comme je vous l'ai dit, elle a peut-être écouté les différents CQFR et les différents podcasts auxquels je participe ici et là. A'ja Wilson est exceptionnelle et c'est la joueuse la plus dominante du monde. Et si on doit désigner la meilleure joueuse, pas forcément sur une saison, mais dans l'absolu, A'ja Wilson est la joueuse la plus dominante. C'est assez clair et incontestable. Voilà pour la petite actualité du jour, des derniers jours avec le week-end. On se retrouvera dans l'après-midi pour un podcast. Je serai avec Théo. Je vous révèle pas encore le sujet du podcast, mais on espère que ça vous plaira à nouveau. Pas encore normalement de reprise de la late session cette semaine. On reprendra normalement peut-être la suivante ou celle d'après. Mais vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À nouveau, une très bonne rentrée. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour voir peut-être ce que vous avez raté durant les derniers jours. Il y a le CQFR du samedi où on a répondu, où Théo et Antoine ont brillamment répondu à vos questions, aux questions que vous nous envoyez par mail, et que vous pouvez toujours nous envoyer par mail à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dès demain matin pour un nouveau CQFR. Bye bye.